La préservation du patrimoine culturel mondial était sur la table des discussions cette semaine de la 8e session ordinaire de la Convention dite de 2005 de l'UNESCO. Les participants, dont la ministre togolaise de la Culture, ont tous plaidé en faveur de la sauvegarde de la culture, véritable repère identitaire de chaque peuple. Pour la deuxième fois, l'entrepreneuriat, l'innovation, bref, le génie créateur de la jeunesse togolaise est sous les feux de la rampe. C'est à travers le Forum des jeunes entrepreneurs qui a ouvert ses portes ce samedi sur le site de Togo 2000 à Lomé. Et puis Bamako a bel et bien libéré 4 djihadistes en échange de Serge Lazarevitch, libéré mardi dernier. Une confirmation qui ne fait qu'accentuer le sentiment d'indignation de bon nombre de Maliens. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La 8e session ordinaire du comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité et des expressions culturelles, c'était du 9 au 11 décembre dernier à Paris en France. D'importantes décisions ont été prises pour une meilleure protection du patrimoine culturel des pays. Le Togo, pays observateur, y était représenté par la ministre en charge de la culture, Madame Germaine Koméalo Anaté. Le compte rendu avec Grégoire Awisso. 18 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la 8e session du comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité culturelle. Adoption du compte-rendu de la 7e session, examen de l'impact de la mise en œuvre du traitement préférentiel pour les pays en développement et de la concertation et la coordination internationale. Étude du rapport sur l'audit de la gouvernance de l'UNESCO et du Fonds international pour la diversité culturelle FIDC. Le Togo a pris part aux travaux. La délégation a été conduite par la ministre de la Culture. À la tribune de l'UNESCO, Madame Koméalo Anaté a relevé les efforts fournis par les autorités togolaises en matière de promotion des arts et de la culture. L'engagement du Togo dans la bataille pour la protection et la promotion de la diversité culturelle s'est concrétisé très tôt, en témoigne le fait qu'il a été le 9e pays au monde et le 3e pays africain à avoir ratifié la Convention de 2005. Ensuite, la politique culturelle du Togo a été élaborée et adoptée en mars 2011. Un plan stratégique national et décennal de cette politique, financé également par le Fonds international de la diversité culturelle, a été élaboré pour traduire la politique culturelle dans les faits. Concernant le financement de la culture, le fonds d'aide à la culture mis en place par l'État togolais est rendu opérationnel depuis 2013 et ce fonds octroie des subventions aux filières de la création, de la promotion et de la diffusion culturelle. Le comité s'est aussi intéressé aux initiatives susceptibles d'accroître la visibilité de la Convention et aux stratégies de levée de fonds. En 2014, 172 projets ont été soumis au fonds, mais le FIDC éprouvant des difficultés financières, seulement 7 ont été retenus pour financement. En 2010 et 2011, le Togo avait bénéficié de ce fonds. Au cours de la session, le numérique comme levier de promotion du secteur culturel a retenu l'attention du comité qui célébrera en 2015 le 10e anniversaire de la Convention de 2005. Cet anniversaire coïncidera avec les 70 ans d'existence de l'UNESCO, occasion pour la directrice générale de demander aux États membres de redoubler d'efforts en vue de s'adapter aux enjeux de la promotion de la diversité culturelle. Concernant le Togo, la ministre Koméalo Anaté a son agenda bien ficelé. Le Togo, dans le cadre de ce 10e anniversaire, a toute une série d'activités que le ministère chargé des arts et de la culture va initier, notamment des mini-festivals à travers tout le pays pour mettre en valeur la diversité culturelle, des expressions culturelles par région. Et cela va déboucher sur une grande biennale des arts et de la culture, un grand événement, une plateforme qui sera internationale. Toutes les expressions artistiques et culturelles viendront se produire, se représenter. À l'issue de ces travaux, le comité a élu le bureau de la 9e session qui se tiendra du 14 au 16 décembre 2015 au siège de l'UNESCO à Paris.
Et je vous le disais également au titre, le Forum des jeunes entrepreneurs édition 2 a démarré ce samedi. 2 jours pour accompagner les jeunes inventeurs et entrepreneurs togolais pour leur offrir un soubassement, une motivation et surtout une tribune pour valoriser leur savoir-faire entrepreneurial. Esther Laclé pour des précisions. Voici quelques œuvres de jeunes entrepreneurs exposées au cours de la 2e édition du Forum des jeunes entrepreneurs du Togo. À l'ONU, 4 candidats sont en compétition. Mais en attendant qu'ils défendent leur projet, l'innovation dans le domaine d'éthique a marqué les échanges de cette première journée. Mais cette année, contrairement à l'année dernière, la thématique c'est vraiment les nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on peut utiliser et se servir des outils de les nouvelles technologies pour créer des entreprises ici au Togo? Cette année, l'équipe du Forum des jeunes entrepreneurs a sillonné tout le Togo pour repérer, orienter et assister les jeunes qui ont compris le bien fondé de l'auto-emploi. La rencontre est soutenue par le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique et celui du développement à la base et de l'emploi des jeunes. Le plus important, c'est de faire comprendre aux jeunes que les opportunités de création d'emploi, on peut les avoir dans tous les domaines, de la vie. Et que ce que nous faisons au niveau de ce forum, c'est de donner des outils aux jeunes, de pouvoir observer leur environnement, et de savoir qu'il y a des réponses à apporter et que ce qu'on donne aux jeunes, c'est les outils justement pour détecter ces besoins et des outils pour pouvoir apporter, innover, donner des réponses qu'il faut. Le Forum des jeunes entrepreneurs connaîtra son épilogue ce dimanche au Centre togolais des expositions et foires de l'ONU avec la présentation des 12 projets sélectionnés et la récompense des meilleurs dans les domaines de l'artisanat, de l'agriculture, du commerce et d'éthique. Et l'auto-emploi de la jeunesse togolaise par le truchement de l'entrepreneuriat est une formule adoptée par tous. Les responsables de l'ONG Eden Service forment eux aussi des primo-demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises. Nous y reviendrons plus en détail dans le courant de cette édition. Les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kara ont de leur côté reçu la visite du représentant résident du FMI, Fonds monétaire international au Togo. Werner Keller y a animé une conférence sur comment maintenir le cap des perspectives économiques en Afrique subsaharienne. Nestor Mozo depuis Kara. L'une des activités au programme de la journée porte ouverte sur la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kara est cette rencontre. Il s'agit d'une conférence animée par le représentant résident du FMI, Fonds monétaire international au Togo. La conférence a porté sur l'avenir de l'Afrique subsaharienne. Plus spécifiquement, le thème développé est libellé les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, maintenir le cap. Les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne restent positives, très positives. L'Afrique subsaharienne étant le continent le plus dynamique en la conjoncture actuelle, juste après l'Asie émergente qui a toujours une très forte croissance. Nous prévoyons des taux de croissance soutenus pour l'Afrique pourvu qu'elle maintienne le cap. Maintient le cap dans le sens d'une persistance dans la conduite des bonnes politiques économiques et sociales. Et nous avons quand même dû faire l'inventaire d'un environnement international qui a tendance à devenir de plus en plus difficile. Donc, prudence. En moins d'un an, c'est la deuxième fois que Werner Keller se rend à l'université de Kara. La première fois, c'était en mai dernier. Il avait procédé à la mise en service du rayon de documents édité par le FMI, donnant la possibilité aux étudiants et aux enseignants de consulter sur place les périodiques et manuels concernant les sujets d'intérêt traités par le fonds. L'université de Kara s'implique également dans la lutte contre les feux de végétation. Elle a élaboré un projet à cet effet qui sera mis en œuvre dans la préfecture de la Kosa, qui constitue l'environnement géographique le plus proche. Le projet vient d'être mis sur les rails. Nous retrouvons Nestor Mozo pour plus de précisions. Le plan stratégique décennal 2014-2024 est un document par lequel l'université de Kara donne sa vision
pour les 10 ans à venir, notamment l'amélioration de son système de formation et son ancrage dans son environnement socio-économique par des services à la communauté. C'est pour traduire dans les faits cette seconde mission que l'Université de Kara a identifié un certain nombre de problèmes sociaux pour lesquels elle voudrait mettre à contribution son expertise en vue de leur résolution. Parmi ces problèmes figure celui des feux de végétation. Lucas se propose ainsi de se lancer aux côtés des autres acteurs dans la lutte contre ces feux de végétation qui constituent de nos jours une sérieuse menace pour la vie sous toutes ses formes. Il va s'agir cette année d'initier un projet pilote expérimental de proximité. Les résultats que nous engagerons au plan de la maîtrise de la problématique de l'effet de végétation devraient servir à l'élaboration d'un véritable projet susceptible d'être appliqué au plan national. Le projet de lutte contre les feux de végétation sera mis en œuvre dans 15 cantons que compte la préfecture de la COSA. Les campagnes de sensibilisation et d'information, l'aménagement des pare-feux et le suivi-évaluation sont les activités saillantes du projet. Les équipements de travail ont été mis à la disposition des comités locaux de lutte contre les feux de végétation. Comment aider les pays engagés dans la mise en œuvre des objectifs de l'éducation pour tous à développer leur politique nationale d'éducation inclusive? Le sujet était le thème central d'une rencontre sous-régionale à Dakar, au Sénégal. 12 pays de la sous-région ouest-africaine, dont le Togo, y ont pris part. La délégation togolaise a partagé les expériences des projets pilotés et s'est enrichie des apports d'autres pays pour une éducation inclusive de qualité. Marcel Toy pour le compte rendu. L'histoire de 2015 pour rendre compte du niveau d'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous est à nos portes et beaucoup de pays n'ont pas fait suffisamment d'avancées dans l'enrôlement des enfants handicapés dans leur système éducatif. À Dakar, les participants des 12 pays ont passé en revue les bonnes pratiques d'éducation inclusive, les différents types de handicap, les barrières à l'inclusion et la nécessité pour nos pays d'élaborer leur politique nationale d'éducation inclusive. Ces enfants handicapés qui ont des besoins d'éducation spéciaux ou des besoins spéciaux d'éducation, souvent dans la mise en œuvre des programmes sont un peu laissés pour compte. Nous allons réinvestir les acquis de cette formation pour accompagner l'État dans la mise en œuvre de cette politique en matière d'éducation pour tous. Les facilitatrices ont fait la lumière sur les textes et lois relatives au droit à l'éducation des personnes handicapées, les différentes perceptions du handicap et le problème de l'accessibilité. Cette rencontre est organisée par le bureau régional de plan basé à Dakar. Il ressort de cet atelier que l'éducation inclusive est une préoccupation de nos États. Et la présentation pays a permis à la délégation togolaise de présenter les bonnes pratiques d'éducation inclusive dans la commune de Dapaon et dans la région de la Kara. Le seul défi qui reste à nos États, c'est d'élaborer la politique nationale d'éducation inclusive. Merci Marcel Tailly depuis Dakar. Les activités inscrites au programme de la Journée internationale des personnes âgées célébrée le 1er octobre dernier se poursuivent. Pour permettre aux personnes du 3e âge de vivre pleinement leur vieillesse, le ministère en charge de l'action sociale a élaboré et validé des documents sur le vieillissement. Les responsables du ministère viennent d'entamer donc l'étape de vulgarisation des 10 documents sur toute l'étendue du territoire national. Luc Assis, Antoinette Homao, Vovor. Selon les statistiques, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans est passée de 5,3% à 6,2% entre 1999 et 2007. Cette couche de la population mérite une attention particulière et les autorités togolaises ont mis sur pied plusieurs dispositions pour permettre aux personnes du 3e âge de s'organiser au mieux pour faire face à leur vulnérabilité et d'assurer leur plein épanouissement. Le ministère en charge de l'action sociale a réitéré son engagement à être aux côtés de ces personnes pour qu'en retour, leur potentiel soit davantage capitalisé au service de la nation. Ce sont des gens qui ont accumulé un savoir, qui ont accumulé une expérience et qui aujourd'hui
pendant qu'ils sont encore là et que Dieu le garde encore le souffle, c'est que ce sont des gens qui peuvent toujours répondre aux questions, ce sont toujours des gens qui peuvent contribuer. Et c'est pour cela que le gouvernement dit, il s'agit en première position de protéger ces personnes-là et en seconde position de permettre que le potentiel qu'ils ont encore puisse être capitalisé pour les actions de développement. Après les étapes de l'intérieur du pays, cette rencontre marque ainsi l'apothéose de la vulgarisation de ces documents portant sur le vieillissement. Ce projet a reçu l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Hors du Togo, quelques jours après la libération du dernier otage français détenu par AQMI, les conditions de sa mise en liberté se précisent. Bamako a confirmé la libération de 4 djihadistes en échange de Serge Lazarevitch sur demande de Paris. Une confirmation qui suscite l'indignation au sein de la société civile et de l'opposition malienne. Les ravisseurs présumés de Serge Lazarevitch, des membres d'AQMI arrêtés et détenus à Bamako. Parmi ces 3 hommes, au moins 2 ont été libérés il y a quelques jours. Ils feraient partie de l'échange pratiqué par les autorités maliennes pour obtenir la libération de l'otage français. Monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez que 4 djihadistes ont été libérés des prisons maliennes pour pouvoir permettre la libération de Serge Lazarevitch? Nous l'avons fait, y compris à l'intérieur, lorsqu'il s'agissait de Maliens, nous l'avons fait de surcroît quand il s'agit des personnes ressortissant de pays qui sont venus quand même nous aider dans des moments les plus critiques. Les questions de la rançon et de l'échange de prisonniers se posaient déjà pour la libération des otages d'Arlit en octobre 2013. Si François Hollande niait recourir à de telles pratiques, il concédait que d'autres pays puissent le faire pour aider la France. Mardi, le jour de la libération de Serge Lazarevitch, le président nigérien expliquait que les mêmes hommes et les mêmes méthodes avaient été employés dans les 2 cas. C'est la même équipe que pour les otages d'Arlit. C'est la même équipe qui a pu, pendant plusieurs mois, négocier. Mais à Bamako, ces révélations suscitent l'indignation, car parmi les islamistes libérés figure un Touareg qui a assassiné un gardien de prison lors d'une tentative d'évasion. Les associations demandent des explications à l'État. Les conditions qui ont entouré le contrôle de cette libération, qui nous ont un peu choqués. On lui donne des gens, on les appréhende et on les libère. C'est là qu'on n'a pas bien compris. Face à Al-Qaïda au Maghreb islamique, 3000 militaires français restent mobilisés au Mali et dans 4 pays voisins. Et parlons toujours du Mali. On connaît depuis hier le nom du nouveau chef de la MINUSMA, la mission La Force onusienne dans le pays. C'est le Tunisien Mongui Hamdi qui prend la tête de la mission, à la grande surprise de tous. Réputé pour ses connaissances en politique de développement, celui qui était le chef de la diplomatie tunisienne devra s'atteler à l'organisation militaire de la MINUSMA dans le nord Mali, mais surtout à la reprise des pourparlers entre Bamako et les groupes rebelles prévus pour janvier prochain à Alger. Après Barack Obama en 2012 et le pape François en 2013, ce sont les médecins, infirmiers et bénévoles engagés pour la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest qui sont désignés personnalités de cette année 2014. Selon le magazine américain Time, ce sont ces combattants d'Ebola qui ont marqué cette année par leur courage et compassion envers les milliers de malades du virus qui a déjà fait 6400 victimes. Pour d'infatigables actes de courage et de compassion et pour avoir persisté et sauvé des vies. Les combattants d'Ebola sont cette année désignés personnalités de l'année. Tous ces héros du terrain, Médecins sans frontières et tant d'autres associations humanitaires. Nous sommes une communauté. Ken Brentley était l'un des 2 premiers Américains touchés par le virus, alors qu'il soignait des patients au Libéria. Il est le visage de ce combat, l'un des 4 à faire la une du magazine. Nous devons comprendre que les personnes de l'autre côté du monde sont nos voisins et que nous devons les traiter avec amour, compassion et respect, exactement comme nous le faisons avec nos proches et les gens qui vivent à côté de nous. Plus de 6500 personnes sont déjà mortes du virus. Une préoccupation constante pour une autre personnalité de l'année, c'était en 2012, en couverture alors, le président Barack Obama.
Ce n'est pas un problème qui va s'éloigner tout de suite. Pas tant que nous n'aurons pas guéri le tout dernier cas d'Ebola. Car le combat n'est pas terminé, Ken Brentley, lui, a fait savoir qu'il aimerait retourner au Libéria pour continuer à soigner les malades et enrayer l'épidémie. Retour en page nationale et je vous parlais de cette formule de l'auto-emploi de la jeunesse togolaise par le truchement de l'entrepreneuriat adopté par tous. Il est responsable de l'ONG Eden Service, forme des primo-demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises. Le compte rendu avec Carmen Madjé à Kakbo. L'entrepreneuriat, un domaine que promeut l'État togolais. Des initiatives ont été justement prises par le gouvernement. Le FAIEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, en est une illustration. Depuis quelques années déjà, l'Eden Service, une ONG spécialisée dans le leadership des jeunes, s'est lancée dans la promotion de l'entrepreneuriat. Des jeunes reçoivent ici les principes de base pour la création d'une entreprise et les clés pour la faire prospérer. Et nous sommes prêts à aider les Togolais à les amener à cette connaissance pour réussir l'entrepreneuriat. Parce que nous constatons que tant l'entreprise marche au Togo, tant la nation va marcher. Comment prospérer dans l'entreprise? Créer et prospérer dans l'entreprise. Voici ce que nous allons faire ce matin. La formation va permettre aux participants de se lancer dans le monde des affaires et partant contribuer d'une manière ou d'une autre à la croissance économique du Togo. Des rencontres du genre sont prévues dans les jours à venir, toujours par l'ONG Eden Service. Et nous ouvrons le volet social de cette édition. Le club Saint-Jean-de-Dieu, appuyé par sa composante le Cœur de Lomé, a offert ce matin des vivres et non-vivres à l'hôpital psychiatrique de Zébé, à Anéro, dans la préfecture des Lacs. Ce geste vise à apporter une assistance aux pensionnaires de ce centre et leur permettre de passer les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions. Le reportage est signé Clarisse Aticlé. Chez les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Zébé à Anéro, les fêtes de fin d'année s'annoncent déjà belles. Le club Saint-Jean-de-Dieu vient de les assister en vivres et non-vivres pour un montant d'environ 2 millions de francs CFA. Nous avons beaucoup apprécié leur visite. Ils nous ont beaucoup émerveillés. C'est pour nous un appui considérable en cette période où l'évidence n'est pas là en matière de moyens pour assurer la prise en charge de nos patients. Le club Saint-Jean-de-Dieu a choisi de vivre la foi par les œuvres humanitaires apportées à cette maison de prise en charge des patients souffrant d'affections mentales. Nous sommes venus avec des dons que vous avez vus, des dons de vivre et de non-vivre, pour que les pensionnaires de ce centre puissent vivre Noël et la fin de l'année dans la joie, dans la paix et le bonheur. Pour cet événement, le club a reçu l'appui de l'une de ses composantes, le Cœur de Lomé Portatieli, dont la vocation est de chanter et de recueillir des fonds pour des actions humanitaires du club. Une des réalisations est donc l'œuvre d'aujourd'hui. Et bon, donc prochainement, samedi prochain, dans une semaine exactement, le Cœur de Lomé organise un concert de chant, de musique sacrée. Les membres du club Saint-Jean-de-Dieu, issus de divers horizons professionnels, agissent pour répondre aux besoins de la communauté. Une solidarité qu'ils ont encore exprimée en partageant un goûter avec les pensionnaires. La fondation Jacqueline Amiviaka poursuit elle aussi cette tournée d'œuvres sociales. Ce matin, elle a posé ses valises à la prison civile de Lomé. Des vivres et non-vivres en cette fin d'année pour les personnes privées de liberté. Rachel Aokou. Un déjeuner pour les détenus de la prison civile de Lomé. En plus du repas, du riz, du savon, du pain, des pâtes alimentaires, bref, des vivres pour plus de 2000 détenus. Le geste vient de la fondation Jacqueline Amivi Aka, accompagnée par les établissements Maounon. L'idée est d'apporter un tant soit peu du sourire aux personnes privées de leur liberté. Nous sommes venus apporter notre soutien à nos frères et sœurs qui sont à la prison civile de Lomé. Et aussi, cette année, c'est l'année de droits de l'homme.
Donc c'est pour cela que nous avons vraiment soutenu nos frères et aussi bientôt les fêtes. Donc on a pensé à eux. L'idée au fait, c'est de diminuer la pauvreté. Nous avons pensé à nos frères et à nos sœurs démunis qui sont en prison pour leur apporter notre soutien et leur dire que même dehors, nous on pense à eux. Et qu'on prie le Seigneur le Tout-Puissant de toucher leur cœur. C'est donc une tradition respectée cette fin d'année encore par Jacqueline Ami Viaka. À cela s'ajoute l'assistance aux personnes démunies, les malades, sans oublier les veuves et orphelins. D'autres actions vont suivre d'ici la fin de ce mois festif. Et quelques jours après la célébration du 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le groupe local 11 d'Amnesty International Togo se mobilise pour la protection de la dignité humaine. Au Goethe Institute hier, c'est un concours de slam et de poésie qui a réuni les amoureux de la littérature et les acteurs des organismes de défense des droits humains. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Rachel Aoko. Ce soir du froid. Le verre tout rime sous le coup des projecteurs en faveur de la dignité humaine. C'est un concours de slam et de poésie organisé par le groupe local 11 de Amnesty International Togo pour célébrer le 66e anniversaire de la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme. 5 slammeurs ont compéti pour cette phase finale. Au finish, Zakli Kokuvi, dit le monteur ambulant, a su tirer son épingle du jeu. Fouibo est issu des parents blancs. À la naissance, il a 2 dents blanches. Grâce au bio sombre, son teint brille comme un métal blanc. C'est le travail qui a payé et Dieu merci. Nous remercions vraiment cette organisation de la part de l'Amnesty International. Et le choix des mots ou de l'écriture pour la défense des droits humains n'est pas fortuit. Le fils s'est retourné pour alerter son père au fond de leur chaumière. Le papa s'empara d'un bâton en lanière, courut au potager pour punir l'enfoiré. On va penser aujourd'hui que la culture est un moyen très efficace pour faire passer les messages liés aux droits humains. Aujourd'hui, nous voulons pérenniser cette action. La soirée a été ponctuée également d'autres déclamations, de sketchs et surtout des prestations musicales. Des bougies ont été allumées pour faire du respect des droits de l'homme le socle de la démocratie et de la consolidation de la paix sociale. Et avant de terminer ce journal, je vous propose une fois encore le programme de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État. Programme de la cérémonie officielle de présentation de vœux de Nouvel An 2015 à son Excellence Monsieur le Président de la République. Mercredi 17 décembre 2014, les institutions de la République, au Nouveau Palais, 10 heures. Les chefs des institutions de la République, Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale, Président de la Cour constitutionnelle, Président de la Cour suprême, Président de la HAC, Président de la Cour des comptes, Président de la CNDH. Délégation des institutions, 11 heures, les membres du gouvernement, 11h10, les députés à l'Assemblée nationale, 11h25, les membres de la Cour constitutionnelle, 11h30, les membres de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature et le corps judiciaire. 11h45, les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 11h50, les membres de la Cour des comptes. 12h, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. 12h05, délégation de la présidence de la République. 12h15, délégation de la primature et du secrétariat général du gouvernement. Administration générale y compris les parapublics. Grande salle des fêtes, 17h. Délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants. Délégation du ministère de l'économie et des finances. Délégation du ministère du développement à la base, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes. Délégation du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République et du secrétariat d'État auprès du ministère de la Justice. Délégation du ministère de la Réforme de l'État
et de la modernisation de l'administration, délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, délégation du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation des collectivités locales, délégation du ministère des Mines et de l'Énergie, délégation du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, délégation du ministère des Postes et de l'économie numérique, délégation du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, délégation du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, délégation du ministère des Travaux publics et des Transports, délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, délégation du ministère des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie, chargée de la mise en œuvre des recommandations de la CBJR, délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, secrétariat d'État chargé de l'industrie, délégation du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire, délégation du ministère de l'Équipement rural, délégation du ministère de la Fonction publique, délégation du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, délégation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, délégation du ministère des Enseignements primaires et secondaires, délégation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, délégation du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, délégation du ministère des Sports et des Loisirs, délégation du ministère de la Santé, délégation du ministère du Tourisme, ministère auprès de la présidence de la République chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Jeudi 18 décembre 2014, Nouveau Palais, salle rotonde, confession religieuse, 8h, délégation de l'Union musulmane, 8h20, délégation du Conseil chrétien, 8h40, délégation de la conférence épiscopale. 9h30, délégation de la Confédération des centrales syndicales, CNTT, CSTT, UGSL, SGCT, GSA, UNCIT. 10h30, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, Chambre nationale des notaires, ordre des avocats, huissiers, commissaires, priseurs. 11h15, délégation des organisations de la société civile, REFAMP, GF2D, FANTO, UANTO, Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, Fédération des organisations de défense des droits des enfants du Togo. Nouveau Palais, salle rotonde, 12h30, délégation de la chefferie traditionnelle. 15h, délégation des partis politiques, délégation du secteur privé. 17h, Conseil national du patronat, AGET, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Chambre des métiers. Vendredi 19 décembre 2014, Nouveau Palais, salle rotonde, 11h, le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Discours du doyen du corps diplomatique et consulaire, réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Salutations du chef de l'État par les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales et non gouvernementales. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. La préservation du patrimoine culturel mondial était sur la table des discussions cette semaine de la 8e session ordinaire de la Convention dite de 2005 de l'UNESCO. Les participants, dont la ministre togolaise de la Culture, ont tous plaidé en faveur de la sauvegarde de la culture, véritable repère identitaire de chaque peuple. Pour la deuxième fois, l'entrepreneuriat, l'innovation, bref, le génie créateur de la jeunesse togolaise est sous les feux de la rampe. C'est à travers le Forum des jeunes entrepreneurs qui a ouvert ses portes ce samedi sur le site de Togo 2000 à Lomé.
Et puis Bamako a bel et bien libéré 4 djihadistes en échange de Serge Lazarevich, libéré mardi dernier. Une confirmation qui ne fait qu'accentuer le sentiment d'indignation de bon nombre de Maliens.